Vous n'imaginerez pas son gouvernement, par exemple, avec des gens de TPMP? Ah bah oui, oui, Mathieu Delormeau, secrétaire aux nouilles froides, pourquoi pas? Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very it. beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. Brown. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Pierre-Yves Rougeron, qui intervient très régulièrement sur notre chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Alors, j'ai hâte de débattre avec vous. Il y a eu plusieurs sujets d'actualité dont je pense qui vont beaucoup vous intéresser Mhm. et qui vous ont, à mon avis, beaucoup étonné, notamment les funérailles du pape François, Mhm. où on a pu voir un échange apparemment un petit peu houleux entre Trump et M. Macron, Macron a essayé de venir dans la discussion entre Trump et Zelensky. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus? J'ai vu que Romain Bessonnet, un membre du Cercle Aristote, avait parlé du Sun, qui a analysé les lèvres de Mhm. Trump pour savoir à peu près ce qu'il disait à Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le côté ramenard de Macron commence sérieusement à nous coûter. Déjà, que le président des États-Unis, partie négociante d'un accord de paix international avec la Russie, dans laquelle les Européens et la France en particulier se sont eux-mêmes cornérisés, discute avec Zelensky, qui est aujourd'hui le point bloquant, et c'est pas les, la vision de la liberté ukrainienne par Zelensky. Zelensky n'est pas Churchill. À un moment, stop. Ce genre de mythologie commence sérieusement à me courir. Or, c'est Zelensky par Zelensky. Zelensky ne négocie pas ce qui va advenir de l'Ukraine. Zelensky négocie ce qui va advenir de lui. Et à la rigueur d'une partie de la caste kievienne. Bon, très bien. Il est aujourd'hui un point bloquant dans un conflit qui tue entre 700 et 1000 hommes jour. Donc, le fait qu'il lâche, ou qu'il négocie, ou qu'il fasse quelque chose, donc qu'il sorte de la position, comment dire, soit une position d'attente, soit une position de petit mec qui essaye de tirer son petit intérêt, épargnera des vies et sauvera le reste d'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc si vous voulez, c'est une épreuve contre le temps, parce que pendant ce temps-là, l'armée russe avance. Et elle maximise son avantage que militairement n'importe qui ferait. Donc Donald Trump est face à quelque chose de très compliqué. Et il faut que l'autre ramenard, juste par la passion dévorante que Macron a pour lui-même, il faut qu'il la ramène. Et donc Trump l'envoie gentiment bouler. C'est pas la France qui l'envoie bouler. Il envoie bouler quelqu'un qui n'est pas à la table de négociation, qui n'est pas souverain. Donc, dans une négociation internationale, quand vous n'êtes pas souverain, vous faites les cafés et les sandwichs. Bon, vous l'avez vu avec un plateau et un tablier de serveur? Non. Bon, donc Emmanuel Macron était sorti de son rôle. Et donc il s'est fait remettre à sa place, et c'est normal. La seule chose, c'est que il n'y a plus de Sherpa au Quai d'Orsay. Il n'y a personne au secrétariat général à l'Élysée pour dire écoute, dans une négociation internationale, premièrement déjà, on ne se donne pas en spectacle. Ça ne se fait pas à huis clos. C'est des affaires sérieuses parce qu'à la fin, des hommes meurent. Donc si tu pouvais éviter de la ramener. De toute façon, à cause de toi, par le système qui t'a créé et que tu veux faire perdurer, ce système européen, donc francophobe, la France n'existe plus sur la scène internationale parce que des mecs comme toi existent. Le jour où tu disparaîtras, la donne changera. Mais personne n'est là pour lui dire
si tu vas face à Trump, tu vas au carton, parce que lui, les États-Unis, ça existe, et toi, tu es l'incarnation non pas de la France, mais de la non-France. Donc si tu vas au carton, c'est pour ta gueule. Et là, il y va quand même. Alors soit il pige rien, soit comme souvent les gens qui ont, comment dire, un certain type de consommation survitaminée, si vous voulez, parfum des Andes, il se pense peut-être beaucoup plus fort qu'il n'est. C'est l'effet de la vitamine C certainement, et, ou de certains traits de caractère. Soit il aime les coups. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas assez de soirées cuir et fouet à Paris pour qu'il ait ce qu'il veut. Il faut qu'il aille jusqu'aux funérailles d'un pape pour s'en prendre une. Un moment que ni l'armée, ni ce qui reste du quai, que personne ne l'arrête. En plus, politiquement, Emmanuel Macron, même à l'échelle interne, n'est plus rien. D'accord ? Ce n'est rien de plus qu'un laquais d'une eurocratie finissante. Ni plus ni moins. Il ne peut pas se représenter, il n'est plus rien, il n'a plus de troupes. Donc à un moment que quelqu'un le bloque, et bon, vous savez ce qu'il lui faudrait ? Il faudrait ce que Victor Hugo voulait pour Napoléon III, bien à tort d'ailleurs, ce qu'on appelait un cabanon. Vous savez ce que c'était un cabanon au XIXe siècle ? C'est là où on mettait les fous. Donc le plus simple, c'est encore de le terrer à l'Élysée, qu'il n'en sorte pas, qu'il fasse 2 ou 3 fêtes dont il a le secret et qui ont fait les choux gras de la presse internationale parce qu'on n'est plus là en termes d'humiliation, mais surtout qu'il évite maintenant. C'est aussi un message fort. Est-ce que Trump pense que Macron pourrait perturber une éventuelle paix entre la Russie et l'Ukraine ? Il lui fait... Non. Un État non souverain n'est pas un État nuisible. Le problème, c'est que Emmanuel Macron porte la voix de ses maîtres eurocrates. C'est pas du tout de lui dont Trump aurait peur pour retarder le processus de paix. Comprenez bien ce qui est en train de se faire. Trump, ce qu'il ne veut pas, c'est de l'équipe von der Leyen, Wirtz, Macron, etc. Or, Macron, lui, s'il met un pied dans la porte, il arrive avec tous ses potes. Hein. Donc vous avez l'Amical Village People qui se pointe, plus le successeur de Trudeau, l'espèce de gnome Enfin, tous les gens que Trump ne veut pas voir pour une raison. Donald Trump a promis au peuple américain que cette guerre qui leur coûte cher allait se terminer. Chaque jour qui passe exaspère le peuple américain par rapport à une promesse que Trump entend tenir. Donc là, Trump fait de la politique intérieure américaine et il essaye en même temps de maximiser l'intérêt supérieur des États-Unis à l'international, c'est-à-dire de se glisser progressivement dans l'axe Moscou-Pékin. Ces buts-là sont suffisamment grands pour pas se laisser emmerder par les ramasseurs de balles. Et d'ailleurs, on pensait que les négociations allaient bon train entre Trump et Poutine, mais récemment, hier je crois, Trump a dit qu'il avait l'impression que Poutine lui marchait dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il théâtralise. Le problème, c'est que Vladimir Poutine sait négocier. Trump a l'habitude, si vous voulez, Trump est un négociateur de génie. Le problème, c'est qu'il tombe rarement sur des négociateurs aussi expérimentés que lui. Enfin, quand vous négociez avec les Européens, vous négociez soit avec des puceaux, soit avec des gens qui sont naturellement vos clients ou vos subalternes. Bon, je suis désolé, le propriétaire du musée ne négocie pas avec la dame Pipi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, il tombe, c'est comme négocier avec Xi Jinping, c'est pas si évident que ça en a l'air. Et donc, Trump théâtralise les enjeux pour pouvoir reprendre l'avantage, tout simplement parce que Poutine, je pense, je ne suis pas plus dans le secret avec vous, mais à la place de Poutine, il y a une carte qui est évidente à jouer. Cher Donald, je ne mets pas en doute ta sincérité, mais Zelensky, il est peut-être temps qu'on ait un mec normal en face de nous. Or le problème, c'est que Zelensky tient, et il tient par quoi ? Par la guilde des mauvais perdants européens qui nourrissent les rêves non pas de grandeur mais de pognon, de cet arriviste arrivé, alors que si ces gens voulaient la paix, eux ils se retireraient, et 2, lui on l'exfiltrerait. Alors bon courage au pays qui va devoir l'héberger, hein, en espérant qu'ils ne viennent pas dans le Marais à Paris.
Alors, en parlant de la guerre en Ukraine, le chef des renseignements allemands a apparemment dit qu'il voulait que la guerre dure jusqu'en 2030. Bien sûr, oui. Comment est-ce que vous voyez ça? Et il souhaite, c'est pour ça 1000 ans de haine germano-slave. Les Russes ont d'une naïveté à ce niveau-là qui est confondante. Vous savez, en 2014, tout le monde... en 2014, il faut que vous compreniez ce qui se passe en 2014. Pourquoi c'est Klitschko, le héros du Maïdan? Vous vous rappelez de Klitschko? Personne ne se rappelle de Klitschko. Parce que Klitschko est un agent du BND allemand. En réalité, les Américains avaient prévu d'acter la guerre d'Ukraine beaucoup plus tard. D'ailleurs, ça s'est vu là. En 2014, l'armée ukrainienne n'est pas prête. Elle se fait laminer. Alors pourquoi elle commence le tir? Ça va leur coûter la Crimée. Tout simplement parce que les Allemands, trop contents que les Russes soient en train de négocier sur le dossier syrien avec les Américains, se disent « ça y est, les plaines d'Ukraine sont à nous ». Je vous rappelle que l'Allemagne a tué la bagatelle de 70 millions d'Européens pour les plaines d'Ukraine, puisque la Première Guerre mondiale, elle l'est fait pour ça, la Deuxième aussi. Et là, elle se dit « ça y est, enfin à nous, nous allons pouvoir reprendre tous ces territoires des mains impures des Slaves ». Bon, ils se font plier par le FSB, et donc les Américains qui parient sur ce territoire, mais c'est pas prêt. La tarte n'est pas cuite, les Américains rattrapent la balle au bond. C'est pour ça que les Russes sont en train de plier le Maïdan au bout d'une semaine et demie. Rappelez-vous, ma carrière professionnelle faisait que malheureusement nous on y était pour différentes raisons. Mais voilà comment ça s'est passé. Vous avez un très bon document fait par mon camarade Romain Bessonnet, grand spécialiste de la zone, là-dessus, qui s'appelle Ukraine, l'Europe c'est la guerre. Bon, point. Et nous, on a réagi dès cette époque-là. Or, le problème, c'est que l'Allemagne veut tout simplement que la Russie... Et là, ce faisant, je dis bien que c'est l'Allemagne. Il n'y a plus d'Américains à accuser là. C'est tout simplement qu'ils veulent que la Russie s'épuise dans la guerre, espérer que Poutine tombe pour des raisons économiques, et ensuite que la Russie puisse être en position d'être repoussée, voire en partie disloquée. Vieux rêve germano-américain, puisque c'est un rêve allemand repris par une partie du département d'État démocrate. Un très bon ouvrage va sortir là-dessus, sur l'histoire de cette idée-là. C'est monstrueux. Je pense que je ferai passer l'auteur chez Omerta. Voilà, mais les Russes sont naïfs, ils pensent que les Allemands, ça s'achète. Je rappelle que la dernière fois qu'ils ont essayé, ça leur a coûté 26 millions de morts soviétiques. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du prochain chancelier allemand? Je pense qu'il y a des hommes qui sont, actés par leur fonction. C'est-à-dire que, c'est simple, c'est un Allemand classique, c'est-à-dire pro-germano-américain, ce qui est tout à fait normal, russophobe, ce qui est normal, pénétré d'une volonté farouche de détruire la France et de commencer par son énergie. C'est un Allemand lambda. Là, pour le coup, vous savez, là, dans ces cadres-là, on n'est pas dans une démocratie avec un vrai esprit démocratique comme peuvent l'être les États-Unis, avec un esprit tocquevillien. Le président des États-Unis peut compter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de processus aux États-Unis. Il y a de forts processus. Mais il y a aussi une place pour les individualités, alors que sous le casque à pointe, peu importe le visage. Alors pour reparler des funérailles du pape François, j'ai vu que Trump avait été critiqué pour ses vêtements, parce qu'il ne portait pas de costume noir, tout comme le prince William. Et alors ? Eh bien, apparemment, ça enfreint le protocole. Mais par contre, je crois que Zelensky était en G.I. Joe. En basket, oui. Oui, il était en G.I. Joe. Ok, d'accord. Voilà, le Churchill commandait sur Wish. Ok. Est-ce qu'on se rend compte où on en est arrivé? C'est à un moment, le ridicule doit tuer. Franchement. Enfin, est-ce qu'on se rend compte? Déjà, on est face à la mort d'un pape. La mort d'un pape, ce n'est pas un événement anodin. C'est la mort de l'homme qui dirige la 2e ou 3e diplomatie au monde, en nombre et en qualité d'homme, qui est la diplomatie vaticane. D'accord? C'est le chef de 2 milliards de croyants.
chef spirituel certes, mais chef tout de même. Et on vient ergoter sur, vous vous rendez compte, Trump, je vous le dis sincèrement, si c'était Wörth, ou si c'était Macron, et mettons dans le macronisme le plus ultra, si Macron était venu en chemise à fleurs, parce que comme ça on est ton sur ton, personne n'aurait rien dit, parce que le camp du bien peut tout se permettre en termes de mauvaise éducation. Sincèrement, vous savez ce qui était regrettable aux funérailles du pape François? C'est qu'on a bien senti que l'Église catholique essaye d'éviter d'être scindée en deux au sein de la curie. C'est ça le vrai enjeu des funérailles du pape François. C'est-à-dire? Alors je ne dis pas qu'il y a une tentation schismatique et je serais très mal placé vu que on ne commande pas théologiquement une église à laquelle on n'appartient pas. Mais le christianisme est quand même un des cœurs de notre culture et on voit bien, et d'ailleurs Macron s'en est mêlé parce qu'il est obligé, que la succession du pape François oppose en fait 2 camps et demi ou 3 camps. Un camp ultra-progressiste, un camp conservateur et un camp d'apparatchiks de l'Église, apparatchiks au sens descriptif, c'est-à-dire des hommes de rouage, mais qui eux vont plus jouer la boutique nécessairement, parce qu'ils la connaissent par cœur, que les grandes orientations métaphysiques de l'Église. C'est ça le vrai sujet, c'est ce qui va se passer au conclave. Et là, Macron est arrivé en se mêlant de ça pour vouloir éliminer le pauvre cardinal Sarrat, qui est un brave homme, mais qui n'a quasiment aucune chance d'être élu. En plus, c'est un homme de piété, le cardinal Sarrat. Donc c'est un homme qui est dans une vie intérieure forte. Je ne suis même pas sûr qu'il ait envie d'être pape. Est-ce qu'il le mériterait? Certainement. Et puis d'un côté, il est tout à fait normal qu'à un moment, le pape représente les terres des vrais croyants. Or, les grands croyants du christianisme, du catholicisme, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et une partie de l'Asie. C'est comme ça. Et Macron s'en est mêlé. Et après, on tergiverse pour vous vous rendez compte, le prince William était en bleu. Alors que Zelensky, lui, il arrive en G.I. Joe. Il est une caricature militariste alors qu'il fait massacrer ses hommes. Vous savez, moi, ce qui me gêne avec ce type, sincèrement, c'est quand on sait comment est traité le bidas ukrainien. Vous vous rendez compte que le système d'indemnisation qu'ont les Ukrainiens, j'y reviens, je l'avais déjà dit devant vous, mais il faut quand même que ça rentre dans la tête des gens. Nous, on l'a interdit sous Louis XIV. Que ce soit le chef de troupe qui reçoive les soldes et indemnise ses hommes, de peur qu'il ne déclare jamais les corps de ses camarades. Vous vous rendez compte qu'il y a des gamins qui ont été balancés certainement au bord des routes pour que leurs officiers gardent les soldes? Enfin, vous vous rendez compte le caractère régressif que cette guerre a pris? C'est une guerre où on ne rend même plus les morts. Les Russes le font. Côté ukrainien, c'est moins dit, mais surtout les Ukrainiens ne veulent pas... Enfin, les Ukrainiens, le bidas ukrainien, lui, de toute façon, il n'avance pas, il est buté dans le dos. On ne demande plus leur corps pour pouvoir toucher aux statistiques officielles. C'est vraiment une guerre qui pue de la gueule. Je vous le dis sincèrement. Et on en est là. Et nous, on cautionne ça la bouche en fer. Vous savez pourquoi? Parce que si cette guerre se termine mal et elle va mal se terminer, les 2 questions qui vont suivre, c'est tant qu'on est à vider les ordures, qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait de l'UE? Vous voyez? Vous avez 2 structures qui sont déjà mortes, qui sont parasitaires, comme tout être mort qui continue à vivre malgré les lois de la nature. 2 choses qui doivent disparaître et qui s'accrochent à la vie non pas pour servir un but, mais pour se servir elles-mêmes. Voilà ce qui est en train de se jouer sur le dos du bidas ukrainien, parce que le bidas ukrainien, lui, pour le coup, il va payer pour tout le monde. Vous verrez à la fin, quand à la fin de la foire, on comptera les bouses, comme dirait Philippe de Villiers. On a vu aussi que Kim Jong-un a décidé d'envoyer des troupes nord-coréennes pour venir en aide à Moscou. Qu'est-ce que vous en pensez? L'inclusion de la Corée du Nord dans le système de défense russe n'est pas entièrement surprenante. Vous vous rappelez, on en parle depuis des mois, et en réalité ça arrive maintenant, ce que d'ailleurs la plupart des bons observateurs disaient. Nous, on va sortir un document là-dessus par un spécialiste de la Corée,
En réalité, la Corée du Nord doit en partie sa survie au fait de négocier perpétuellement entre Moscou et Pékin. C'est pour ça d'ailleurs que la dynastie rouge n'est pas tombée. Or, les Nord-Coréens, il est tout à fait normal que leurs hommes n'arrivent que maintenant. Parce que moi, je me rappelle qu'on disait ils arrivent sur le front ukrainien d'un coup. Je vous rendez compte, pour des Nord-Coréens de venir se battre dans un pays qui n'a rien à voir avec le leur. Même d'un point de vue militaire, ce serait inutile. Surtout l'armée nord-coréenne fait peu la guerre. Donc c'est une armée qui est en rodage. Or, là encore, on peut tout à fait le regretter parce que plus il y aura de pays dans ce merdier, pire ce sera. On peut tout à fait le regretter. Ça implique que la Russie continue à faire la guerre en patin parce que la Russie, pour des raisons démographiques évidentes, la Russie a toujours un problème démographique très lourd, veut éviter le maximum de pertes russes. Donc elle utilise des pays alliés comme troupes supplétives. C'est un jeu qui n'est pas ragoûtant, mais c'est un jeu militaire relativement classique. Par contre, le problème, c'est que là, pour le coup, ça va encore exciter davantage la division du monde. Parce que imaginez l'état de transe dans lequel doivent être les services spéciaux sud-coréens. L'état de transe dans lequel doivent être les services spéciaux japonais. Vous voyez ? Donc, nous prenons le plus mauvais chemin, c'est-à-dire que nous retardons la désescalade. Tu vois, ce que le général de Gaulle aurait appelé une détente générale. Mais d'un côté, je comprends aussi que Moscou joue de ses alliés. Après tout, combien de pays soutiennent l'Ukraine ? 40, 50 ? Font la guerre sur le dos du bidas ukrainien. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour l'avenir ? Ça veut dire que le monde est vraiment scindé, que chacun va être obligé de choisir un camp, et donc on va revenir dans les conneries de la guerre froide. Au lieu, justement, de terminer cette époque-là, on va remettre une pièce dans le jukebox. Alors d'ailleurs, Macron a dit qu'il allait intensifier la pression sur la Russie dans les 8 à 10 jours, lors d'une interview avec Paris Match. Et apparemment, il y a des entraînements de soldats français et britanniques dans le nord-est de la France actuellement. Donc, D'accord, ok. Emmanuel Macron veut faire quoi ? Il veut que l'armée française prenne, comme les Américains le faisaient au Vietnam, avec des amplis géants où ils pouvaient passer les Valkyries. Nous, on va passer du Bilal Hassani pour faire courir de terreur les soldats russes. Non, mais à un moment, qu'est-ce que vous croyez ? Sincèrement, une armée, une guerre, c'est une force mécanique pure, d'accord ? Personne ne court plus vite qu'une balle. Et les balles, comme les obus, ça se fait à la tonne mécanique. Bon, moralité, qui fait le plus de tonnes d'obus sur le théâtre ukrainien ? Les Russes. Bon. Qu'est-ce que vous allez leur offrir ? Des cibles en plus ? Sur des armées que vous avez vous-même clochardisées, vous-même humiliées ? Que nos soldats soient d'excellents en soldats, mais personne ne peut le nier. D'ailleurs, les militaires russes ne le nient pas eux-mêmes. Le problème, c'est que la Russie a derrière elle une économie de guerre en parfait état de marche. Et alors qu'en face, vous avez qui ? Vous avez deux hommes qui sont les fossoyeurs de leurs États et de leurs forces armées. Stürmer et Macron. Après, faire tuer des prolos-patriotes français et britanniques pour pouvoir faire un fossé de sang avec la Russie, je ne dis pas que c'est le but. Mais comment dire ? Je dis que ça ne leur gâcherait pas l'appétit. Mais ça n'aura aucun impact militaire. Pensez-vous que Trump va bientôt réussir à finaliser un accord de paix entre Zelensky et Poutine ? En tout cas, nous n'avons aucune donnée qui nous permette de dire que les négociations reculent. Elles sont lentes. Tout le monde a intérêt. Déjà, Trump n'a pas intérêt à les faire durer, mais lui, il subit le fait de les faire durer parce qu'il espère à un moment aplanir la radicalité d'emprunt de Zelensky. Poutine, lui, il a intérêt à ce que ce soit un peu lent, parce que pendant ce temps-là, son armée avance. Mais en plus, Trump est en train de négocier, et à titre personnel, je suis assez content du travail de mes équipes, parce qu'on était les seuls à parier dessus. Il est en train de négocier en plus en sous-main un accord iranien. C'est-à-dire, si ça se trouve, il va réussir coup double.
Or, mais si lui n'y arrive pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord. Et s'il n'y aura pas d'accord, il n'y aura plus d'Ukraine. Ça va vite aller. Hein. Les Européens auront ça sur les mains, mais bon, vous savez, à chaque fois qu'un imbécile a sauté sur un fauteuil en hurlant Europe, 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 il s'est toujours exonéré toute responsabilité sur les millions de gens qu'il a fait tuer à partir de là. Hein. Alors, autre sujet, hier, il y a eu une énorme panne électrique en Espagne et au Portugal. On se rend compte que ces deux pays qui ont récemment quitté le marché européen de l'électricité. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Est-ce que vous pensez que, par exemple, en France, on pourrait avoir de tels... Je vous rappelle que le sud de la France a été touché en partie. Les Landes, exactement. Voilà. Donc, quand nous étions au Parlement européen avec mon camarade Bessonnet, on mettait déjà en garde contre ça. C'est-à-dire que le système européen, c'est de prendre des systèmes cohérents et parfaits en eux-mêmes, ce qui était le système français d'approvisionnement électrique, de le raccorder avec d'autres systèmes qui étaient bien quand ils étaient centrés sur eux-mêmes, et à la fin, ça fait une cordée de fragiles. C'est-à-dire, vous prenez un mec solide, et vous le mettez en cordée avec des fragiles, et à la fin, ça fait toute une cordée de fragiles, et le prochain coup de vent va tous les faire tomber, ils vont tous mourir ensemble. C'est-à-dire, grosso modo, tout ça est fait par des fans du film Cliffhanger. Vous voyez, vous avez des mecs qui pensent que mieux vaut mourir tous ensemble que vivre seul. Il y a un côté temple solaire là-dedans. Le système européen de l'électricité, mon camarade Philippe Murer ou Fabien Bouglet vous en parlerez très bien, est un système qui a échoué. Déjà, pour une raison, c'est que c'était une chimère depuis le début. Pourquoi vous avez besoin qu'on se raccorde, en fait? Pourquoi juste pour le fait d'être raccordé aux autres. Donc pour le fait de ne plus pouvoir vivre nous-mêmes notre propre vie en autonomie. Ouais, donc vous avez fait de pays des siamois économiques, alors qu'en chirurgie, dès que vous voyez des siamois, vous voulez les séparer. Là, vous nous mettez en siamois, vous faites de nous des siamois énergétiques, et donc évidemment, chez les siamois, quand il y en a un qui tombe, les deux tombent. Bon, voilà ce qui s'est passé, et ça nous pend au nez, bravo. De toute façon, ça c'est la logique fonctionnaliste de Jean Monnet. L'organe, si on mutualise les organes, nous allons vous contraindre à vous unir. Vous allez provoquer un système d'huile et de vinaigre. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va se reséparer violemment. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas à vivre ensemble et nous n'avons pas à vivre collés les uns aux autres. Ça ne créera jamais un sentiment de communauté européen, si jamais ce sentiment était utile, ce qui n'est pas mon avis. Mais vous vous rendez compte que nous n'avions aucun problème énergétique avant d'entrer dans l'Europe? Vous vous rendez compte de ça? Or, ils veulent nous forcer, ils veulent commettre des actes définitifs. Vous ne serez plus jamais libre. Vous savez, de peur que l'oiseau qu'on a mis en cage réussisse à s'envoler, ils veulent nous couper les ailes. Mais c'est tout ce qu'ils arriveront à faire. Ça reste néanmoins des actes de barbarie, et malheureusement, l'Espagne et le Portugal viennent de le vivre avec toutes les conséquences sécuritaires que ça veut dire. Parce que une panne générale sur un pays, vous avez les hôpitaux, vous avez les risques d'émeutes, d'émeutes et de pillage. Bravo. Mais c'est pas grave, hein, si vous voulez, au royaume de Van der Leyen, ça devait se terminer comme ça. Alors, concernant l'Europe, il y a également une taxe européenne qui devrait voir le jour, le ETS2. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aujourd'hui, on doit également parler à l'Assemblée, ils ont parlé des ZFE, qui a une autre idée ingénieuse qui est une idée européenne. Exactement. Je vous rappelle, pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que, vous savez, les prolos, pour Bruxelles, les prolos sont vraiment, les prolos français en particulier, mais les prolos en général, sont quand même des êtres particuliers. Ils ont une vie de merde, mais ils ne veulent pas mourir. Bon, on va les y aider. Pour leur bien, et pour la planète, et pour les koalas, et pour tout ce que vous voulez. Donc on va les parquer. Parce que, vous savez, on fait venir des cathédrales flottantes, qui sont des tankers et des porte-conteneurs. Rien ne pollue comme un truc comme ça. Hein. Je vous rappelle que
je ne me rappelle plus exactement des chiffres, ils avaient été produits. Hein. Vous avez, je crois que c'est moins d'une dizaine de porte-conteneurs polluent autant que la totalité du parc automobile ouest-européen. Mais c'est pas grave. La mondialisation, c'est bien, c'est le prolo avec sa R5 et qui va morfler pour le monde nouveau. Pourquoi pas? Et donc ces deux grandes idées européennes n'ont que deux buts. Premièrement, réattacher les prolos à leurs conditions. Système néo-féodal qui est le parfait vis-à-vis d'un système impérial en haut. Hein. Le féodalisme est toujours utilisé par les forces impériales comme lien social en bas. C'est-à-dire qu'il faut surtout que les prolos restent bien à leur place. Et de l'autre côté, grappiller un peu de pognon parce que l'Union européenne a besoin de grappiller le pognon et qu'on ne peut pas tout attendre du contribuable français déjà exsangue. Pour conclure, j'aimerais parler de Cyril Hanouna qui a annoncé être candidat au présidentiel 2027. Comment voyez-vous cette nouvelle? Alors déjà, premièrement, est-ce que son annonce, nous en sommes bien certains? Parce que si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai lu en entrant ici, Hanouna ne reconnaît pas avoir parlé à Valeurs Actuelles. Parce que c'est Valeurs Actuelles qui a balancé ça. Oui. Avec un programme politique, comment dire, qui a été fait sur un coin de table, dans un bistrot de droite où a priori on n'a pas bu que de l'eau, fut-elle de Vichy. Et le programme est délirant. Ensuite, vous avez vu apparemment un SMIC à 2002-2003, oui, une prison type Guantanamo. Alors je vous le dis tout de suite, évidemment, pour les trucs sérieux, on reste totalement européiste. Donc, résultat, quand on dit on va réduire l'immigration à néant, c'est Bruxelles qui contrôle l'immigration au passage. D'accord? Donc stop. On arrête la blague là. Et le pire, c'est que Valeurs Actuelles le sait très bien. Mais je comprends très bien ce que Valeurs Actuelles essaye de faire. Parce que Valeurs Actuelles, qui essaye en même temps de nous vendre le fils Sarkozy, en réalité, mon camarade Rodolphe Carte a fait un très bon travail là-dessus. En réalité, le but de ces gens-là est très simple. Nous allons aller en 2027 vers la dernière élection démographique des boomers, où ils ont encore la majorité des votes. C'est comme ça. Et il faut garantir que le système se reproduise dans l'après-Macron. Donc le système du grand gouvernement central à 2 flotteurs plus un flotteur central. Il y a un duel pour le flotteur central entre M. Attal et M. Philippe. Le flotteur gauche est connu, c'est M. Glucksmann de toute évidence, et il faudra d'ailleurs y adjoindre un flotteur de gauche dite radicale, qui devrait de toute évidence être M. Ruffin s'il arrive avec d'autres. C'était le rôle du complément d'enquête récent, à terminer de tuer, comme nous l'avions prévu, M. Mélenchon, qui d'ailleurs s'enterre lui-même en faisant de très mauvaises mimiques pleurnichatoires pour des problèmes migratoires. Le souci, c'est comment éviter que cet électorat senior, qui s'appauvrit, qui va s'appauvrir encore plus, qui pourrait finir, à force de s'appauvrir, à avoir des doutes sur son européisme qui a quand même détruit ce pays, comment faire en sorte que ces gens restent dans le giron? Eh bien, il faut maîtriser les candidatures coluchiennes, les candidatures des 3e, 4e, 5e hommes, pour éviter l'arrivée d'un candidat sérieux ou nouveau, mais que le système ne verrait pas venir. C'est-à-dire, grosso modo, éviter à tout prix un scénario Trump aux États-Unis, Farage en Grande-Bretagne. À tout prix. Donc, il faut multiplier les sous-candidats ou les sous-offres politiques. Peu importe que le mec se présente ou pas. C'est un peu le rôle de Louis Sarkozy, d'appâter une partie de la droite avec des discours, vous inquiétez pas, moi je vais prendre le briquet que m'a offert mon papa et je vais aller cramer l'ambassade d'Alger. Et
et de redriver tout ce monde-là en dehors des partis populistes. En leur disant, vous allez voir avec Retailleau, vous allez voir ce que vous allez voir. On va leur faire retraverser la Méditerranée sur des vieux pneus. Et de l'autre côté, c'est le rôle aussi d'Hanouna, parce qu'on se dit, bon, cet électorat, qui est un électorat tout de même classe moyenne, quinquas à partir de 50 ans, 60 ans, donc c'est le public CNews, c'est le public de tous les groupes Bolloré en fait, plus une partie d'énervés populaires qui peuvent être un peu un électorat proche d'un électorat qui était celui de Marine Le Pen, peut-être pas la totalité du Rassemblement national. Tous ces gens-là, Hanouna peut tous leur parler. Eh bien, pourquoi ne pas orienter ces gens-là, plus une partie de gens qui ont une tendance qui est totalement imaginaire en fait, parce qu'on appelle libertarienne, mais qui en fait est de l'antifiscalisme. C'est-à-dire je paye trop d'impôts, j'en ai marre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tous ces gens-là, Hanouna a servi à porter leur colère, et pourquoi pas faire le deuxième pli du porteur de colère, qui est de faire le porteur de flûte pour les rats du comte d'Amelin. Voyez, et de ramener tous ces gens-là vers le gouvernement central, parce qu'il ne faudrait pas quand même faire l'erreur d'un gouvernement populaire quand même. Vous n'imaginerez pas son gouvernement, par exemple, avec des gens de TPMP ? Ah bah oui, Mathieu Delormeau, secrétaire aux Nouilles Froides, pourquoi pas. Allons-y gentiment. Allons-y gentiment. Là, pour le coup, le dernier qui sortira éteindra la lumière. Mais entendons-nous bien. Cyril Hanouna a énormément de qualités. C'est un homme brillant sur bien des points. C'est une bête de communication. Et il a servi à continuer d'ouvrir le débat public. Mais il l'a ouvert principalement sur des questions qui sont des questions qui sont politiquement faciles à traiter, qui sont des questions de reconnaissance de problèmes identitaires. Bon, c'est-à-dire que vous concassez l'espace politique en autant de petites identités qui ont besoin d'être rassurées. À raison d'ailleurs. Le problème, c'est que, est-ce que ça porte sur l'appareil productif ? Ça porte sur la puissance ? Ça porte sur la liberté ? Ça porte sur la souveraineté ? Bon, non. Ça porte sur des problèmes tout à fait réels et existentiels. Mais d'ailleurs, le programme porte cette marque. Je suis européiste et je suis anti-immigration. Bon, bah, t'as une voie toute tracée, Mélanie. Mélanie, c'est génial. Elle traque l'immigration illégale en la légalisant. Exactement ce que ferait Besancenot. Mais par contre, elle est de droite. Résultat, elle a doublé le nombre d'immigrants en Italie, mais elle est géniale. Bon, tous les mecs de l'Italie la maudira certainement. Son bilan économique est catastrophique. Elle compte sur la dépopulation pour maintenir le chômage bas. Il faut les connaître, les chiffres de l'Italie. Hein. Mais c'est pas grave. Ils sont à quatre pattes devant, tout comme l'escroquerie Orban continue. L'année prochaine, elle s'arrête. Hein. Donc prenez vos derniers tickets. Hein. Le cirque Budapest, enfin, en tout cas, elle a de fortes chances de s'arrêter vu les derniers sondages. Hein. Mais d'un côté, alors que si c'était une vraie volonté populiste, moi j'aurais rien contre un mec comme Cyril Hanouna, mais un vrai populiste, il ne regarde pas ni Orban ni Mélanie, il regarde ce qui se passe en Roumanie. Parce que ce qui va nous arriver, c'est ça. C'est-à-dire que Bruxelles dira non, vous aimez votre pays dehors. J'ai vu que d'ailleurs, Le Monde a dit qu'il y avait des ingérences russes parce qu'il y a eu beaucoup de... Encore ? Oui, bah, il y a beaucoup d'ingérences russes. Oui, je sais. Les corps aux pieds, plaintes, la grippe hivernale, voilà. les allergies de punaises, printemps, oui. les punaises. Les fameux camps d'entraînement du FSB pour punaises. Voilà, oui, apparemment, il y a eu des attaques judiciaires coordonnées selon Le Monde en Roumanie et ce serait une ingérence russe. Alors, on va commencer par qu'est-ce qui n'est pas une ingérence russe. Comme ça, on va gagner du terrain quand même. Hein.
Voilà, c'est le... Non, non, mais pourquoi pas? Je vous Est-ce donne- que, dites-moi, Non, mais ça va être la saison, moi j'ai vécu en Alsace, ça va être la saison, là encore, la renouveau de la saison des punaises de lit bientôt. Donc on va commencer, là par exemple, dans les espèces invasives, le frelon asiatique, ingérence russe ou pas? Non, pour mes copains apiculteurs, donc que je sache, au cas où il y aura un petit billet à gratter, mais j'ai été attaqué par les Russes, c'est quand même plus bandant que j'ai été attaqué par des frelons. Mais vous savez, il y avait un côté bouffon dans la guerre froide. On y a plein. On s'en rend même pas compte. Vous savez, à la fin, ça va terminer comme les procès de Moscou. Vous avez mis du verre pilé dans le beurre. Oui, j'ai mis du verre pilé dans le beurre. Le mec, il avait été torturé à mort avant. Donc, il aurait porté des bancs en dentelle, il vous l'aurait dit. Pourquoi vous avez mis du verre dans le beurre? Parce que je voulais contrer la révolution, camarade. Enfin, on va finir par des trucs comme ça. On ne se rend pas compte que le monde entier se fout de notre gueule. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on est en train de vivre, d'un point de vue stratégique, quelque chose de catastrophique. C'est-à-dire que nous voulons tellement mentir que la seule personne que nous intoxiquons, c'est nous-mêmes et nos propres services. D'un point de vue stratégique, il n'y a rien de pire. Vous devez être parfaitement lucide sur ce qui va vous arriver. Et sincèrement, ça fera même pas de belles ruines. est-ce que vous pensez qu'un candidat anti-européiste peut être élu président aujourd'hui en Europe ou ce n'est plus possible? Bah, si ce n'est plus possible, ça veut dire que la liberté des nations n'est plus. Donc ça veut dire que la seule chose que les Européens ont réellement donnée au monde, soit la liberté politique, ce qui n'est pas rien, est morte. Donc ça veut dire que nous sommes morts. Et est-ce que vous pensez, pour conclure, que la Russie et l'Europe pourraient un jour être de nouveau en bons termes? Alors l'Europe déjà, pour ce que ça veut dire, je pense que beaucoup de pays peuvent rétablir des liens avec la Russie. Bien sûr, et assez rapidement d'ailleurs. Après, si vous voulez, je pense que la Russie est certainement définitivement tournée vers l'Asie pour des raisons qui lui appartiennent. Si vous voulez, moi je ne crois absolument... Je crois à la ce que les gens appellent la fragmentation du monde, c'est un retour à la normalité. Si vous voulez, Claudel disait que la meilleure chose que vous pouvez donner au monde, c'est vous-même. Et chaque nation est en train de faire ça. Ce qui compte, si vous voulez, les grands ensembles abstraits, qui d'ailleurs ont eu des effets catastrophiques. Ça a tué tout exotisme, ça a tué le dialogue interculturel, ça a tué la beauté d'aller vers l'autre. C'est un exemple que je donne assez souvent, mais si vous voulez, le jour où j'arrive à Madagascar et où je vois, la première chose que je vois en descendant de l'avion, c'est un gigantesque Auchan, j'en aurais pleuré. Qu'est-ce que ça fout là? Or, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, ça a détruit toute possibilité de dialogue interculturel. Donc, mieux vaut que chacun se concentre un peu sur lui-même. C'est peut-être le meilleur moyen de maintenir un monde un. Parce que si on continue comme ça, le monde là va vraiment se fragmenter sur des conflits qui n'ont pas à être et qui peuvent nous entraîner sur des routes que nous n'aurons pas voulu. Et à la fin, on finira par « j'ai pas voulu ça ». Regardez les proportions qu'a pris le... Terminons là-dessus. Vous voyez l'Ukraine? Imaginez, nous sommes en 2014. Quelqu'un a une idée intelligente. Nous demandons à toutes les régions qui se sont senties lésées par le gouvernement de Kiev et à toutes celles qui le veulent, de faire un référendum, vous êtes ukrainien ou russe. Et on acte les résultats. On fait venir tout le monde, l'OSCE en est chargé vu que c'est sa zone de spécialité. On fait venir des inspecteurs de partout, de Chine, du Danemark, de Zambie, d'Inde, d'Australie, du Canada, des États-Unis, de ce que vous voulez. On valide si les trucs sont réglants. On acte les résultats. On indemnise les populations qui, prises dans un territoire dont elles ne reconnaissent pas l'identité, veulent être indemnisées pour aller et vivre ailleurs.
je ne dis pas que c'est la panacée, je dis que l'avantage, c'est qu'un, on a réglé ça démographiquement, deux, vous aurez peut-être remarqué la légère subtilité, personne n'est mort. Ce qui est quand même... enfin, c'est un point virgule, mais qui peut avoir son importance. Vous vous rendez compte les proportions que ça a pris? 1 million d'hommes sont morts. Allez, 700 000 au minimum, pour faire plaisir à LCI. Je compte pas c'est des duels d'artillerie, donc les mecs sont coupés en deux, les machins, les trucs. Ouais, et puis le Voilà, problème, c'est que donc, maintenant, ça représente aussi la crédibilité de l'Europe. Mais parce qu'elle a mis sa crédibilité, les pays européens ont mis leur crédibilité à vouloir envenimer un conflit qui ne les regardait pas, mais qu'ils ont souhaité. Alors le king de ça, c'est la France. Parce que s'il y avait un pays qui n'avait rien à gagner là-dedans, mais vous voyez, c'est ça qui nous attend. Comment vous voulez? Vous voyez les proportions que ça a pris? Non, il y a un côté... Il y a un côté, faut qu'à un moment nous devenions adultes avant de se prendre le mur. Mais l'avantage, c'est que le mur se rapproche. Donc peut-être d'ailleurs que ça nous aidera finalement. Voilà, il faut bien comprendre que nous avons misé par un impérialisme qui est l'un des pires impérialismes, c'est un impérialisme d'emprunt. C'est-à-dire nous nous sommes levés dans l'impérialisme américain. Et cet impérialisme voulant changer de visage, on estime qu'il nous a trahis. C'est-à-dire on était des laquais, et maintenant on est des laquais qui se sentent trahis parce que le maître a retrouvé la raison. Pauvre de nous. Hein. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous avez une actualité dont vous voudriez nous parler? J'invite tous nos camarades d'Omerta le 28 juin à la grande journée du livre souverainiste qui aura lieu au 10 rue Croix des Petits Champs. Nous les y attendons de 11h à 19h. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Merci à pour vous. cet entretien, encore une fois, très enrichissant. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur la chaîne Omerta pour un nouveau grand entretien.